Bonjour à toute la communauté ODC TV. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'amour. De Bollywood à Netflix, en passant par les séries ramadanesques dont le cru 2023 est encore une fois dévastateur, nos vies surconnectées ont pour toile de fond l'amour. De la superstar qui retrouve l'amour, par exemple Monica Bellucci au bras de Tim Burton, à l'instagrammeuse marocaine ou autre, de toute manière elles se ressemblent toutes, qui se marient ou divorcent pour la énième fois, de la publicité la plus insignifiante au dernier film de Leonardo DiCaprio, tout nous parle d'amour. Nous reconnaissons ainsi volontairement, ou à nos corps défendants, l'amour comme monnaie universelle, étalon du bonheur. Comme le modernisme est une vague destructrice qui commence aux États-Unis, passe par la France avant de déferler sur nos côtes, nous laissons au moins le temps de nous préparer. Et comme nous ne faisons jamais rien comme les autres à ODC TV, nous allons montrer que l'amour, le couple et la famille sont des constructions sociales à la base de nos idéologies et de nos comportements. Nous allons utiliser un vrai penseur de droite, Denis de Rougemont, et son livre L'amour et l'Occident, et un vrai penseur de gauche, Michel Clouscar et son traité de l'amour fou pour notre démonstration. Viendra s'ajouter à cela l'excellent livre de Pacom Thielmont, Sycomore, Sycamour, pour faire un état des lieux. Alors, sans plus attendre, let's talk about love. Cher ami Mohamed Sondé, bonjour. Oui, bonjour, heureux de te retrouver. Alors, lors de ton dernier passage à ODC TV, tu t'es fait plein d'amis. Alors, au sens propre comme au figuré, voilà, beaucoup de soutien, des choses des phrases, des commentaires qui font remonter le moral et qui font qu'on ne perd pas espoir par rapport à l'intelligence collective au Maroc, ne serait-ce qu'au niveau d'une minorité. Bon, quelques critiques pour pimenter le tout. Oui, même si je me suis focalisé sur les critiques en bon pessimiste que je suis, je t'associe à ce pessimisme aussi. Non. C'est une phase révolue. Alors, de quoi aimerais-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, par quoi on va commencer ? En fait, pour prolonger notre discussion de la dernière fois, comme j'avais peur de ne pas avoir été clair sur ce que vraiment la gauche et ce qu'est vraiment la droite, je voulais qu'on prenne comme exemple un sujet qui semble banal et qui est l'amour, dont tout le monde parle, pour montrer ce qu'est un vrai penseur de gauche et ce qu'est un vrai penseur de droite. Très loin de ce que nous sommes, de ce qu'on peut voir maintenant au niveau du spectre politique. Au niveau du spectre politique, exactement. Donc, alors, on commence par la droite ou la gauche ? En bon musulman, on commence par la droite ? Oui, on commence par la droite. Alors, c'est une bonne idée. Aux chrétiens, pareil, je veux dire, la droite, c'est universellement reconnu comme étant la droiture, ça vient de là, et de la morale. Sachant qu'on est tous les deux gauchers. Oui, pas faux. Bon, oui, alors droite, Rougemont. En fait, pourquoi je voulais te parler de Denis de Rougemont ? Parce que, comme je te disais, l'amour, c'est vraiment l'étalon, comme tu disais dans ton édito. Et de Rougemont, en 1939, sort un petit livre sans prétention qui s'appelle L'amour et l'Occident, pour montrer que notre vision de l'amour vient tout droit d'une hérésie chrétienne, qui est le catharisme et la gnose. D'accord. Donc les gens vont sauter au plafond en entendant ça. Ils vont dire que j'affabule. Je vais te prendre deux petits exemples. Parce que la plupart des gens, juste pour recadrer, la plupart des gens croient que l'amour tel qu'on le connaît aujourd'hui est un concept moderne, voilà, qu'on ne connaissait pas avant, qu'avant, voilà, les mariages étaient arrangés, alors qu'au fait, l'amour contemporain, enfin la conception que l'on a de l'amour, pas le vécu, puise ses sources dans la gnose. Exactement, d'une certaine vision de la gnose. D'accord. Donc, la dernière fois, on m'a reproché de faire trop de citations. Donc, très rapidement, il y a La Rochefoucauld qui nous dit qu'il y a des gens qui ne seraient jamais tombés amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler d'amour. Et une chanson phare que tous les francophones marocains connaissent, c'est « Je l'aime à mourir ». Alors déjà... Enfin, tous les Marocains, je nuance, mais... Déjà, je voulais qu'on se pose une question tous ensemble. Pourquoi associer de cette manière le fait d'aimer à la mort ? Je l'aime à mourir. Oui. Maintenant, on se pose pas la question. Pour nous, c'est une évidence parce que c'est une chanson qu'on connaît depuis toujours. Et d'ailleurs, même dans les poèmes mystiques, même musulmans, l'amour de Dieu est souvent comparé au fait d'être consumé par une flamme. C'est-à-dire, c'est au fait de s'évanouir, de cesser d'être à travers l'amour. Donc, c'est renvoie à l'idée de la mort également. Exactement. Exactement. C'est exactement là où je veux en venir. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu as plutôt envie de le marquer comme un bon vieux défenseur italien. Tu n'as pas envie de mourir. Donc, en fait, ce qu'explique Rougemont,
C'est que je sais que c'est une notion qui t'intéresse beaucoup, celle du mythe. Oui. Il montre que le mythe de Tristan et Isolde avait pour but de contenir la passion. Mhm. Donc en fait, c'est une forme de catharsis, c'est-à-dire à travers le mythe, je vais vivre une expérience pour ne pas la vivre réellement. Oui, on va revenir sur sa définition du mythe. Déjà, il dit que le mythe, c'est une histoire ou une fable qui regroupe un ensemble de situations données analogues. Mhm. Et dont le but est qui relève d'un caractère sacré, parce que ça dit quelque chose des règles sociales et religieuses du groupe qui le produit. Mhm. Donc, le mythe de Tristan et Isolde, quand il apparaît au XIIe siècle, ce n'est pas un hasard. C'est parce que il y a un mouvement hérétique. Hérétique, c'est pas un jugement de valeur dans ma bouche. C'est-à-dire, on dira hétérodoxe, c'est-à-dire qu'il n'est pas conforme à l'orthodoxie dominante à l'époque. Exactement, et qui est le catharisme, et qui va donner quelque chose d'assez connu, qui est la croisade albigeoise, où l'Église va massacrer les Cathares, avec ce célèbre mot du prélat, du pape, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Bon, cette phrase lui est attribuée parce qu'elle a été attribuée à d'autres personnages par la suite. Mais bon, on comprend l'idée. Oui. Mais l'idée, c'est justement ça. Pourquoi je te parle de ça? Parce que les Cathares, pour les définir, on va faire plein de raccourcis. Non, après les gens doivent lire. On va faire plein de raccourcis, mais juste pour donner justement aux gens l'envie de découvrir tout ça. Alors le catharisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qui vient de la gnose que le vrai Dieu n'a pas vraiment d'influence sur notre vie terrestre. C'est la Sophia. Et que le Dieu qui gère ce monde, c'est le démiurge, c'est le mauvais Dieu. Et c'est le Dieu de l'Ancien Testament. D'accord. Et le vrai Dieu n'a pas vraiment d'influence sur notre vie, à part d'avoir envoyé le Christ. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est reconnaître le Nouveau Testament et ne puiser dans l'Ancien Testament que ce qui n'est pas en contradiction avec le Nouveau Testament. D'accord. Donc, pour eux, notre âme est emprisonnée dans notre corps. D'ailleurs, il y a cette idée, qu'on trouve même chez certains kabbalistes, que nos âmes sont des fragments de ce Dieu bon. Exactement. Qui n'a pas d'influence dans ce monde, et qu'en mourant, on recompose ce Dieu bon. En fait, on refusionne avec lui. Ouais, et quand les Cathares aiment, en fait, c'est juste l'autre n'est qu'un moyen d'aimer Dieu, ou d'atteindre la Sophia, ou d'atteindre l'anima, notre part divine qui est en nous. Je sais que c'est un terme repris par Jung. Je vois tes yeux t'éclairent. Oui, j'essaie de voir l'analogie. Est-ce qu'il y a une divergence je commence à anticiper tes la deuxième fois. Oui, pardon. Oui, on disait que quand on aime quelqu'un, en fait, on aime l'autre. C'est une médiation à travers laquelle on aime la Sophia, enfin le Dieu bon. En fait, mon idée, c'est ça, c'est que on est enfermé dans le règne du démiurge. Alors, ça te dirait de définir rapidement ce qu'est le démiurge, le mauvais Dieu? C'est une puissance créatrice. À la base, c'est elle qui a créé le monde. Chez les gnostiques, c'est pas le bon Dieu qui a créé le monde. On va se référer à Guénon dans son livre Mélange, le premier texte où il définit le démiurge. Alors en fait, il fait la distinction entre le manifesté et le non manifesté. Le voilé. D'accord. Parce que en fait, le catharisme vient du manichéisme aussi. Et le manichéisme, qu'est-ce que c'est? Quand on dit tu es manichéen, ça veut dire que tu fais une distinction, le bien, le mal. Alors que c'est un contresens complet, c'est une insulte au prophète Mani. Parce que l'exotérisme du manichéisme, c'est juste un moyen de montrer que la dualité est une fausse dualité. Et que l'ésotérisme de la religion manichéisme, c'est que tout provient du Dieu bon. Et que la distinction entre le bien et le mal n'est qu'une vision de l'esprit imposée par le démiurge. D'accord, donc Guénon, rapidement. Le non manifesté et le manifesté. Le non manifesté contient en lui tout ce qui sera manifesté, en plus de tout ce qui ne sera jamais. Donc c'est le potentiel, l'existence dans toute sa potentialité. Oui, parce que quand on est chez Guénon, on n'est pas à E est égal MC carré. Soit tu acceptes ce qu'il avance, soit pas du tout. On rejette. Donc le manifesté, le non manifesté. Mais si tu dis que Dieu est bon, c'est une vieille question religieuse. C'est comment Dieu qui n'est que bonté
est capable. Comment expliquer le mal? Comment expliquer le mal, exactement. Un enfant qui a un cancer, des choses inexplicables, je veux dire. Exactement. C'est une vieille question théologique, l'une des plus anciennes. Tout à fait. Quand tu as un athée nietzschéen, la première chose qui te rejette, c'est de te dire si Dieu est bon, comment ça se fait qu'il y ait du mal? Oui, que les enfants meurent. Que les enfants meurent. Donc, l'explication de Guénon. Tu me dis, s'il te plaît, si je saute du coq à l'âne, j'ai tellement de choses importantes à te dire. Oui, le manifesté et le non manifesté. Dans le non manifesté, il y a le bon, il y a la vérité. D'accord? Il y a tout ce qui est pur, bon, il y a tout ce qui est pur et bon. Mais si on dit que ce non manifesté contient le mal, ça veut dire que ce n'est pas vraiment du mal, parce que ça va... C'est une illusion que d'y voir du mal en réalité. Parce que ce qu'on appelle erreur, c'est juste une vérité relative. Si tu prends la vérité comme l'ensemble du manifesté et du non manifesté. Oui. D'accord? Donc, si tu dis que le bien contient en lui-même une partie du mal, ça veut dire que ce n'est pas vraiment le bien. Je comprends. Je comprends. Il ne peut pas inclure en lui-même... La perfection ne peut pas inclure en elle-même le mal. Donc, le bon et le mal, c'est un couple qu'on crée en même temps. C'est en voyant le mal qu'on voit le bon. Enfin, il y a de la dialectique entre le bien et le mal. C'est ce qui est raconté dans la Genèse, la chute d'Adam et Ève. C'est que Adam et Ève choisissent, font le choix du libre arbitre de faire la distinction entre le bien et le mal, qu'ils revêtent une tunique de peau et qu'ils descendent sur terre pour que s'applique sur eux le règne du démiurge. Ça c'est le manichéisme. 2e siècle. 9e siècle, t'as les Bolgores, une sous-école du gnosticisme, si tu me passes l'expression. Et au 12e siècle, t'as les Cathares dans le midi de la France qui touchent vraiment une élite intellectuelle. Et c'est ce qui fait que l'Église a peur du catharisme et cherche à le après, on va un peu sortir du cadre, mais ce que l'Église reproche au Cathare, et ce qui est globalement avéré, c'est qu'il y avait toute une littérature, alors orale et écrite chez eux, qui faisait l'apologie du suicide, l'apologie de l'avortement, ce qui doit naturellement être combattu par toute église qui se respecte, c'est-à-dire dans l'idée que le corps, voilà, tu l'expliquais tout à l'heure, le corps est le cercueil de notre âme, et que voilà, moins on met au monde d'enfants, moins il y aura de fragments du bon Dieu qui seront capturés dans des corps. Et plus il y a des gens qui meurent, et plus on libère des fragments, des étincelles du divin qui vont recomposer. Donc, parce qu'à t'entendre depuis le début, on dirait que c'est des gens extrêmement gentils, des anges qui marchent sur terre, et puis il y a la méchante église qui vient les massacrer. Non, quand même, ils étaient porteurs d'une idéologie mortifère. Aujourd'hui on dira nihiliste, nihilisme de la mort, etc. Même si pour eux c'était métaphysique, mais juste pour recontextualiser un peu. Oui, non, c'est pas mon propos. Je n'ai pas de jugement de valeur. Je me dis juste que c'est une idéologie qui est intéressante. Oui, elle est intéressante intellectuellement. Intellectuellement. Surtout parce qu'après tu as eu le martionnisme, tu as plein d'idées... des questions qu'on se pose tous les jours auxquelles on n'a pas de réponse parce qu'on n'a pas la culture pour savoir que des gens se sont posé les mêmes questions il y a des... puis tu as raison, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est qu'effectivement, chez les gnostiques, il y a cet aspect immoral qui est effectivement condamnable, mais par ailleurs, peut-être qu'il y a des aspects intéressants, comme par rapport à la question du mal. Exactement. Mais tu avais les purs, c'est eux qui évitaient de se marier et de se reproduire, puis tu avais les adeptes auxquels on tolérait le mariage. Mais c'est juste qu'ils savaient que pour eux, le fait de se reproduire, c'est le fait d'enfermer d'autres âmes dans des corps... Et de perpétuer le règne du démiurge. De perpétuer le règne du démiurge, exactement. Donc le refus du mariage, c'est en quelque sorte le refus de faire souffrir d'autres individus. Et c'est peut-être ce qu'on retrouve chez les nihilistes, encore une fois. Tu vois, c'est toujours des idées on le retrouve même chez Émile Cioran, dans ses aphorismes, où il dit que les parents sont les plus grands des criminels, car ils condamnent à mort leurs enfants. En les mettant au monde, en fait. Dès que tu mets au monde un enfant, il va mourir. Parce que tu l'as condamné à mort alors qu'il n'existait pas avant. Donc on est dans ces schémas-là. Effectivement, il y a une perpétuation de cette approche-là. Mais pourquoi peut-être que les gens vont se dire, mais quel est le rapport avec le Je l'aime à mourir de Cabrel? Mais c'est juste parce que c'est des choses qui façonnent notre psyché. Je vais encore juste un exemple. Il y a une très très belle chanson de Brassens qui s'appelle La non demande en mariage. Où il dit Mamie de grâce ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main,
ne graveront pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'ai pas besoin, et du ménage et de ses soins je te dispense. D'un éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. La dame de mes pensées, c'est proprement une terminologie de l'amour courtois, qui vient directement du mythe de Tristan et Isolde. Donc on retourne au mythe. Et puis rappelez peut-être que, après peut-être ça diverge de la lecture de Rougemont, mais l'idée de contextualiser le mythe comme étant ce qui exprime l'esprit de l'époque, pas tout à fait vrai. Ça peut être vrai par certains aspects, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle le mythème, c'est-à-dire vous prenez n'importe quel mythe, par exemple Tristan et Isolde, vous enlevez le coloriage, c'est-à-dire les personnages, l'environnement, etc. Vous gardez que la structure narrative. Celle-là, elle relève de l'universel. Parce qu'on trouve des analogies du même mythe dans d'autres cultures. Qaïs wa Layla, etc. Roméo et Juliette par la suite. C'est toujours la mort qui finit, ou la folie, qui est une forme de mort de l'esprit dans le mythe de Qaïs wa Layla. Donc il y a cet universel qui peut-être est une forme de thérapie. C'est-à-dire on vit à travers le mythe, c'est qu'on ne doit pas, surtout pas vivre réellement ce qu'on appelle la catharsis, qui était le rôle du théâtre chez les Grecs d'ailleurs. C'est thérapeutique. Ça. C'est exactement ça. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'on va revenir sur le mythe de Tristan et Isolde pour le résumer très brièvement. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que le mythe de Tristan et Isolde a pour but de contenir les forces anarchisantes de la passion. C'est l'expression de Denis de Rougemont. Parce que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas dans le mythe de Tristan et Isolde, c'est les non-cathares qui disent aux gens, attention, si vous suivez l'Éros comme Tristan suit son Éros, il ne peut aboutir à sa fin qu'en mourant. Oui. Parce que ce que dit Denis de Rougemont, c'est que Tristan et Isolde ne s'aiment pas vraiment. Ils aiment l'idée d'aimer. Et l'autre n'est qu'un moyen d'atteindre la divinité, d'atteindre la Sophia qui n'est pas de ce monde. Donc pour atteindre quelque chose qui n'est pas de ce monde, il faut mourir. C'est QFD, comme dirait. Et tu fais bien de parler de Qaïs ou Layla, parce que dit de Rougemont. Donc tu as le manichéisme, ça passe à travers les mystiques arabes au 9e siècle. Les Sohrawardi, etc. Et ça retombe au XIIe siècle dans le catharisme. Parce que tu as une très belle histoire, par exemple, ça c'est ma femme qui me l'a raconté, je ne connaissais pas. Apparemment c'est Qaïs qui se balade et qui piétine sur des gens qui sont en train de faire la prière. Et quand il termine la prière, il lui reproche, il lui dit, Qaïs, tu penses tellement à Layla que tu n'as pas vu qu'on priait. Il dit, oui c'est vrai, mais si vous pensiez à Dieu comme moi je pense à Layla, vous n'aurez pas remarqué Donc il y a toujours ce lien entre amour de la femme et amour du divin. Tu vois, c'est ce que dit cette histoire aussi. D'ailleurs, il y a un magnifique d'ailleurs, compositeur de théâtre, écrivain et interprète, Hassan Jay, qui est un ami, qui a interprété le Majnoun de Layla. Et d'ailleurs, quand tu en parles, c'est pas le texte que j'ai déjà lu qui me vient à l'esprit, mais c'est Hassan Jay en train d'interpréter cette scène qui est tout simplement sublime. Et d'ailleurs, j'invite tous les gens à aller voir ces spectacles dès qu'ils sont lancés par Hassan Jay. On peut gratter une invitation Une fois, pas deux. Alors déjà, on résume le mythe pour structurer. On est en train de perdre des gens. Alors pour les ramener, on dira pourquoi on a parlé de la gnose et on a fait tous ces détours. C'est pour dire que la conception que l'on a aujourd'hui de l'amour est imprégnée de gnose. C'est-à-dire, en tout cas, elle continue de véhiculer un certain rapport particulier entre l'amour et la mort. Donc c'est pas un truc de poète contemporain, mais ça remonte à il y a très longtemps. Exactement. Et pour ce faire, il a fallu parler du démiurge, du dieu qui est bon derrière, et puis le démiurge qui domine le monde, et que l'amour chez les gnostiques et chez les cathares, qui est une déclinaison du gnostisme, est étroitement lié à l'amour de Dieu et qui ne peut s'accomplir que par la mort. Exactement. Voilà, donc parenthèse close. Deuxième aspect. Donc on résume le mythe de Tristan et Isolde rapidement, parce qu'on va en avoir besoin même chez Kloska. Oui. Donc le roi Marc est le roi de Cornouailles. Tristan est orphelin de naissance, d'où l'étymologie de son nom, Tristan triste. En fait, le roi Marc ne le connaît pas à sa naissance, mais comme il ne veut pas revendiquer une alliance, il ne veut pas revendiquer le trône, il va premièrement se faire connaître grâce à un fait héroïque qui est de dépecer un cerf. Et c'est là où le roi Marc le reconnaît comme vaillant guerrier. Il reconnaît en lui un guerrier. Ensuite, tu as le roi d'Irlande qui envoie Morold, qui est l'oncle d'Iseut, pour réclamer un dû annuel de 300 hommes et de 300 filles. Un tribut, exactement. Là, Tristan le tue, mais il est blessé mortellement pendant cette bataille et il demande à ce qu'on le laisse
naviguer errer sur un navire pour que Dieu décide de son sort. Là, il est recueilli par Iseut, qui le soigne et le renvoie. Donc, quand il revient, il a ce souvenir d'Iseut, mais sans plus. Quelques années plus tard, le roi Marc, qui a la chance d'être veuf, ça c'est l'expression de Kluska, qui a la chance d'être veuf, dit qu'il se mariera avec une fille dont les cheveux blonds ont été ramenés par 2 hirondelles sur son balcon. Tristan, qui se rappelle d'Iseut, lui dit qu'il connaît la dame propriétaire de ses cheveux et il va la récupérer. Il tue un dragon. Tu vois la vieille mythologie du prince qui tue un dragon pour libérer la princesse. Du donjon. Et il est blessé encore une fois mortellement. Il est souvent blessé mortellement. C'est un bras cassé, le gars. Tristan, il est souvent blessé mortellement. C'est que la deuxième fois, il reste une troisième. Bref, il est soigné par Iseut, mais qui reconnaît grâce à son arme le tueur de son oncle Morgoth. Ouais. Mais elle décide de lui pardonner parce qu'elle est déjà amoureuse entre guillemets. Et il ramène Iseut en Cornouailles pour épouser le roi Marc. Mais dans le trajet, ils ont consommé un filtre d'amour qui rend fou amoureux, qui dure 3 ans. Petit clin d'œil à l'amour dure 3 ans. Non, l'amour. L'amour dure 3 ans, c'était un roman de Bekbede. C'est juste. Désolé encore, je sais que je fais plein de digressions, mais c'est juste pour montrer que la mythologie est omniprésente. Bon, on continue. Filtre d'amour, ça dure 3 ans. Le filtre d'amour. 3 ans de galipette après. Non. D'accord. Ils arrivent à se contenir, ils se voient en secret. Parce qu'entre-temps, Iseut est devenue reine, mais les barons qui se doutent de quelque chose tendent un piège à Tristote qui vient visiter Iseut de nuit. Ils mettent de la farine par terre et lui, il voit la farine, il saute. Mais pendant le saut, ça réouvre de vieilles blessures. Donc le sang est répandu partout et mis en exergue par la farine. Donc le roi Marc découvre l'adultère. Et pourchasse Tristan et condamne Iseut à être connu bibliquement par des lépreux. D'accord. C'est pas la joie comme dirait là. Mais ils s'échappent et ils vont vivre en forêt jusqu'à ce que l'effet du filtre se dissipe. Ça c'est quelques versions du mythe. Après il y a toujours des variations. Après il y a le pardon du roi Marc qui vient qui les trouve endormis avec une épée entre eux tous les deux. C'est très important cette épée, je te dirais pourquoi. Toute une symbolique. Et dans certaines versions du mythe, soit il met son gant sur le toit pour les protéger, soit il change sa bague contre celle d'Iseut et il repart. Donc Tristan et Iseut comprennent que le roi Marc les a trouvés, qu'il les a pardonnés et ils reviennent. Et une troisième fois, sans rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de versions, Tristan est encore blessé. Et entre-temps, il a épousé Iseut aux mains blanches, qu'il ne faut pas confondre avec Iseut la blonde. Ça aussi, ça a une importance. Ce sont des homonymes, mais c'est pas la même personne. Et il est blessé mortellement. Il demande à sa femme de demander l'aide d'Iseut pour qu'elle le soigne une dernière fois. Et si le navire qui va emmener Iseut a des voiles blanches, ça veut dire qu'elle accepte de le guérir. Si c'est des voiles noires, ça veut dire qu'elle n'a pas accepté. Même si Iseut la blonde décide de le soigner en affichant des voiles blanches, sa femme lui ment et lui dit que elle est jalouse et elle lui dit que donc il se laisse mourir et Iseut qui le retrouve trop tard se laisse mourir à son tour. D'accord. Fin de l'histoire, game. Générique. Ouais. Alors maintenant on a fixé un peu le tableau, tout le mythe, la structure principale du mythe. Maintenant, de quoi va-t-on parler ? Maintenant la lecture de Denis de Rougemont de ce que je viens de raconter. Oui. Alors, pour lui, le mythe c'était pour dire aux gens, attention, si vous vous laissez prendre par l'éros, votre destinée sera la mort. Parce que si vous voulez vraiment vivre ce que Tristan a vécu, il faudra mourir pour aller dans l'au-delà. Et il fait la distinction entre Eros et Agapé. Oui. Parce que le roi Marc, en les retrouvant, il a pardonné. Parce que c'est l'Agapé, et pas l'Eros. Exactement. Le roi Marc les a pardonnés. Et il met aussi l'accent sur l'épée dont je te parlais. Parce que
que montre l'épée pour Denis de Rougemont. C'est que le but dans l'amour Eros, l'amour passion à la Tristan et Isolde, ce n'est pas la personne. Ça veut dire que même quand il n'avait plus de problèmes, de choses qui les empêchaient de se voir, ils ont mis une épée symbolique entre eux. Parce qu'en fait, ce que veut Tristan et ce que veut Isolde, ce n'est pas de consommer l'autre. C'est juste d'utiliser l'autre comme un moyen pour aller vers l'au-delà, pour atteindre la divinité. Mais ça, comme le mythe s'est profanisé et s'est sécularisé, on ne le voit absolument plus. D'accord, ça c'est vraiment la lecture de Denis de Rougemont. Et ce qui est important, après peut-être que tu vas trouver ça tiré par les cheveux, mais dans la deuxième partie du livre, il fait toute une lecture de la littérature à travers la sécularisation du mythe. Déjà de rappeler, parce qu'on a parlé de l'agapé et de l'éros, c'est qu'en grec, il y a différents types d'amour. L'éros, l'agapé, la philia, etc. Et que chacun correspond à un aspect particulier de cette émotion-là. Et que l'agapé, c'est davantage une forme d'amour abstrait et pas consommé, un peu comme l'éros. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est exactement ça. Parce qu'il dit en fait que l'agapé... Un amour idéalisé, un amour idéal, davantage qu'un amour corporel et charnel. Exactement, parce que lui, ce qu'il dit en bon chrétien qu'est Denis de Rougemont, il dit qu'en fait, ce que le Christ est venu faire, c'est oublier l'éros et aimez-vous les uns les autres. Oui. Aimer l'autre dans son prochain, dans ses défauts. D'ailleurs, il le dit dans les évangiles, quel mérite auriez-vous à aimer ceux qui vous aiment ? Le vrai mérite, c'est d'aimer ceux qui vous détestent avec tous leurs défauts. C'est exactement ça. Oui. C'est ça l'idée de Denis de Rougemont. Donc, on va prendre juste des exemples très rapides. Tu as Dante et sa Béatrice, qui est aussi juste un moyen d'aller vers le divin. Tu as quel est l'autre pour lui, Don Quichotte aussi, Cervantes, très important. Pour lui, Cervantes connaissait ce que cachait vraiment le mythe. Et il se moquait des gens qui ne comprenaient pas, qui ne le comprenaient pas et qui pensaient vraiment qu'être chevalier, ça avait encore une certaine valeur et une certaine notion. Tu as sa lecture de Don Juan, où il voit Don Juan comme un Tristan comme un Tristan abusé. Et qui ne fait que multiplier les conquêtes. Qui devient cynique. Un Tristan cynique. Don Juan est un Tristan cynique. Parce qu'il ne fait que multiplier les conquêtes à la recherche de ce divin, justement. Parce qu'il ne comprend plus la vraie idée. Après, tu as sa lecture de Sade aussi. Parce que pour lui, Sade torture son corps parce qu'il ne lui permet plus d'atteindre l'éros comme décrit dans le mythe de Tristan et Isolde. Tu as Rousseau. Parce que pour lui, en excellent intellectuel qu'est Rousseau, dans la nouvelle héroïse, il revient vers l'agapé. D'accord. Même si de Rougemont dit que Rousseau se disait protestant, mais son intelligence a fait que pour contenir le mythe, lui aussi est revenu vers l'agapé dans la nouvelle héroïse. D'accord ? Et t'as tout ce qui est cinéma hollywoodien, là c'est vraiment la profanation absolue du mythe. Ça va intéresser beaucoup de gens, parce que c'est plus proche de beaucoup. Plus proche de beaucoup. Et qu'est-ce que dit Denis de Rougemont exactement ? C'est qu'on a pris les obstacles qu'il y avait dans le mythe de Tristan et Isolde, la multiplication des obstacles. Donc, le Titanic, par exemple. Oui. À la fin, il meurt, je veux dire. Oui, c'est intelligent. Il y avait tu as raison. J'avais pas pensé. Des obstacles de classe, que lui est un prolétaire, il est plutôt une bourgeoise, et que il y avait tout un ensemble de péripéties, et ça se conclut par la mort. Enfin, par la mort de l'un, mais pas des deux, mais c'est toujours l'idée de la mort. Qui fige cet amour dans l'éternité. Exactement, voilà. Mais tu sais, tu fais bien de parler du Titanic. Quand on parlera de Kluskar, si tu veux, on pourra faire une petite synthèse. Oui, on y reviendra. Une petite synthèse en parlant du Titanic. Mais pour lui, ça veut dire qu'on a gardé que les obstacles du mythe. Ça veut dire que tu as deux protagonistes dans n'importe quel film hollywoodien ou Netflix qui sont censés être ensemble, mais une multitude de choses fait qu'ils ne sont pas ensemble. Donc ça dure pendant 1h30, 2 heures. Et à la fin, tu as le happy end. Au lieu de la mort, tu as le happy end. Mais on voit pas, on nous dit juste qu'ils vécurent heureux beaucoup d'enfants. On est obligé de les croire sur parole. Mais ce que dit Denis de Rougemont, c'est que si on n'accepte pas vraiment le mariage comme institution qui rejette l'éros passion, il est impossible de durer en tant que couple. Parce que aimer quelqu'un et se marier avec lui, c'est justement l'accepter dans ses défauts. C'est de l'agapé. C'est de l'agapé, c'est de le prendre, de le chérir,
malgré tous les défauts qui se révéleront au fil du temps et toutes les difficultés que vous aurez à affronter. D'ailleurs, il y a Henri Bell, Stendhal, qui avait parlé de cette idée de cristallisation, que vous prenez un bout de bois, une branche, vous la jetez dans du sel, en fait elle est moche, elle est déformée, mais avec le temps il y a le sel qui va se cristalliser autour et à la fin ça va devenir un magnifique cristal brillant, etc. Et qu'au fait l'amour c'est un peu le même process, c'est-à-dire que je prends une femme, je ne la vois pas telle qu'elle est, mais au contraire je la cristallise, j'hypertrophie toutes ses qualités, quitte à les fantasmer, j'occulte par une forme de déni tous les défauts. Et c'est la condition sine qua non pour tomber amoureux du point de vue passionnel. Mais après, les cristaux finissent par s'effriter et on retrouve la branche. Et qu'au fait, dès le début, si c'était l'agapé qui avait procédé au rapprochement entre la personne et la branche, entre l'homme et la femme, ben on n'aurait pas cette dynamique de cristallisation, décristallisation. Et donc, au fait, le mariage ne peut durer que s'il est fondé avant tout sur l'agapé. Exactement. Et pas sur l'amour passionnel qui n'est jamais qu'une illusion, enfin, du point de vue du quotidien, je veux dire. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement l'idée de Denis de Rougemont. Il résume sa théorie, Tristan et Isolde ne s'aiment pas, et c'est l'amour contre la passion. C'est soit l'amour, soit la passion. Il est impossible d'avoir les deux. Oui. Parce que la passion, elle se consume. On consume, on consomme. L'autre, une fois consommé, quelque part, il y a une forme d'évanouissement de cette passion-là. Par contre, l'agapé n'est pas un concept réductible ou inhérent au corps, et donc il échappe à la dimension de la consommation et de la consommation en fait de l'autre. Oui, exactement. Et c'est ce qui explique justement les taux de divorce, parce qu'on est imprégné de mythologie gnostique, qu'on ne comprend pas, ce qui est encore plus dangereux. Donc on pense que ça va toujours être l'amour fou. Bon, il faut mourir au premier mois du mariage, voilà, et pour figer dans l'éternité. Un mois encore, t'es optimiste. Juste après le voyage de noces, si tu me permets. Ouais. Donc, on fait vraiment du jazz, on part vraiment dans tous les sens. Bon, mais, prochaine étape. Prochaine étape, je voulais aussi te dire quelque chose par rapport à Denis de Rougemont. Ça, je sais que tu vas adorer sa théorie. Dans le dernier tiers du livre, il explique la nation et les guerres par le livre de Tristan et Isolde. Oui. Alors, je reprends son expression pour ne pas dévoyer son idée. Il dit que la nation, c'est la passion transposée sur le plan collectif. Et donc, ça donne également le nationalisme, enfin exactement. C'est donc une passion commune. Pour lui, il renvoie dos à dos communisme et... Pareil. Tout messianisme est une forme communisme et fascisme. Et il dit que ce qu'on refuse maintenant à l'individu, parce que dit Hitler pour Denis de Rougemont? Il dit aux Allemands, multipliez-vous. Oui. Et ça veut dire, ne suivez pas les Roses. Oui. Mais qui va suivre les Roses maintenant? C'est la nation allemande qui dit qu'elle... Par procuration, que les individus n'aient pas à le faire. Exactement, merci. C'est elle qui a besoin d'espace vital, c'est elle qui a besoin de grandir. Oui. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est pas de dire si Denis de Rougemont ou Kluskar ont raison. C'est juste de montrer à quel point le débat philosophique et intellectuel et encore quelques... L'amour et l'Occident de Rougemont, c'est 1939. Mais il y a une chute qualitative, évidemment. Et le traité de l'amour fou de Kluskar, c'est 93, je pense. Donc, tu te dis, en quelques années... Oui, une chute phénoménale. Une chute vertigineuse. Après, bon, si on parle du libéralisme, parce que tu as parlé du fascisme et du communisme et du nazisme, peut-on dire que le libéralisme a totalement évacué l'agapé en ne laissant que l'éros, au fait? Oui, c'est exactement ça. Parce que l'éros permet la consommation. Tout à fait. Ouais. Et que l'agapé, ce qui permet d'échapper à la consommation. L'agapé, c'est 2 salaires dans le même... Exactement. Voilà. On consomme en tant que ménage et pas en tant que plusieurs individus qui composent le ménage. Tu as des arbitrages, alors que quand tu déprimes, quand tu viens de te faire larguer par quelqu'un, tu vas consommer. Exactement. deux fois plus. On peut dire que le libéralisme, c'est également le règne de l'éros, au détriment de l'agapé. Exactement. Donc, je te disais, il explique aussi la violence des guerres à travers... C'est vraiment intéressant. Il dit qu'en fait, donc, le but de l'amour courtois, c'était quoi? C'était de contenir toutes ces passions. À travers la chevalerie, tu vois, on allait voir sa dame qui nous bénissait, on allait se battre pour elle. Tout le rituel de la séduction également, qui était ritualisé, qui était aujourd'hui également, puisqu'on parlait de libéralisme, on est dans une ère totalement déritualisée. D'où le fait que voilà, on a l'harcèlement, etc. Parce que même les hommes ne sont plus initiés
à des À rituels, des rituels de séduction. qui passent par l'agapé. Exactement. C'est que voilà, on magnifie la personne aimée, on peut passer par la médiation de la musique, on a toujours l'image avec la guitare, voilà, et la fleur, etc. Aujourd'hui, ça paraît ringard, mais au fait, c'était extrêmement profond que de mythifier la personne aimée parce que ça procédait de l'agapé. Mais il et faut pas de comprendre que l'éros. c'était des relations adultères. Oui, Mais que le fait n'était pas de consommer, entre guillemets, ou de connaître Tout à fait. bibliquement Mhm. la princesse. C'était Oui. juste de se montrer, de montrer ses qualités de chevalier, de Tout à guerrier, fait. de faire une catharsis, comme tu dis, Tout à fait. tout en rendant hommage à la dame. Mhm. À la dame des pensées, là où je te citais Brassens Oui, tout à l'heure. tout à fait. Ça, c'est la Mhm. terminologie courtisane. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, la séduction, il y a une terminologie guerrière dedans, tu vois. Je suis en train de me battre contre ses défenses. Oui, j'ai eu Je suis en plusieurs train de la conquêtes, conquérir. voilà. Elle lutte, mais je vais finir par l'avoir. Mhm. Donc, il dit le début des guerres, il y avait une certaine chevalerie. Oui. On se battait, mais c'était dans des endroits précis. Mhm. Il y avait des règles où on n'allait pas abattre sauvagement son ennemi. Oui. Il dit qu'en fait, que la modernité et les armes est venue détruire tout ça. C'est la Et barbarie. c'est la Le barbarie retour, des deux guerres mondiales. des deux guerres Tout le mondiales. romantisme de la guerre est évacué et on est dans l'industrialisation et la machinisation de la guerre qui broie les humains voilà, comme des cartouches utilisées à l'infini. Mais effectivement, on a perdu tout le côté romantique. Enfin, demain matin à l'aube, c'est fini. Pareil pour le duel. Le duel C'est demain matin à l'aube et tu te retournes et je te mets une balle Voilà, dans une balle exactement. dans Mais d'ailleurs, cette idée, voilà, même l'amour peut-être pas de la notoriété, mais comment dirais-je, moi je pense à Pouchkine, enfin le grand poète russe, qui d'ailleurs a commencé à écrire ses poèmes en français, qui était la langue également de la cour à l'époque en Russie, et qui est mort jeune dans un duel. Voilà, Ah, ok, pour je savais l'honneur, pas. c'est-à-dire l'amour de l'honneur peut-être également se résout dans la mort en quelque sorte, et dans le fait d'accepter d'affronter la mort, notamment par le duel. Ok. Parce que c'est quoi le duel au fait au final, c'est je situe l'honneur au-dessus de la vie. C'est au fait ça. Que la mort ne m'effraie pas. Ça ne sert à rien de demeurer vivant si mon honneur est bafoué. Et bafoué, donc je préfère mourir en préservant mon honneur que de vivre dans le déshonneur. Mais c'est ce que en fait c'est ça l'idée de Rougemont, c'est de montrer encore une fois que le mythe a été sécularisé et profané, et c'est ce qui donne toute la gabegie actuelle. Alors maintenant, Kluskar. Ah, on passe déjà à Kluskar. On pourra revenir à un autre épisode à Rougemont. Ok. Il y a tellement de choses que je voulais te dire. Je reviens sur le filtre et après on passe à Kluskar parce que en fait ce que montre Denis de Rougemont parlant du filtre, c'est une manière de dire que la passion nous entraîne et que c'est plus fort que nous. C'est pour ça que le filtre est important dans le narratif. Et pourquoi dans les 5 grandes versions différentes du mythe, ça commence par Seigneur, vous plaît-il d'entendre une histoire d'amour et de mort. Tu vois comment on lit l'amour et la mort. Et c'est typiquement le Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Tu vois. D'ailleurs, même au niveau de la langue des oiseaux, quand les alchimistes l'appellent, phonétiquement, le mot amour, amor, contient le mot mort phonétiquement. Ah oui, ça n'a aucune signification sémantique ou linguistique ou autre chose. Le langage des oiseaux, c'est ça. On dit les métaux précieux parce qu'ils sont près des cieux. Précieux. Voilà, c'est des jeux de mots comme ça, mais qui au fait permettent de cacher un sens que l'on ne veut pas rendre exotérique parce qu'il est dangereux, notamment chez les gnostiques. Et donc, on va construire un conte pour enfants comme une souris verte. Pourquoi verte? Parce que le vert est la couleur de la connaissance cachée, etc. Je la montre à ces messieurs. À ces messieurs, le pluriel de ciel. Mais en jouant sur la phonétique des mots, etc., on peut la faire passer clandestinement, c'est-à-dire une sagesse peut voyager clandestinement, parce que la plupart des gens vont la lire littéralement, mais si on comprend le langage des oiseaux, qu'ils s'appellent comme ça, et ben, en fait, on peut déduire le vrai sens. Et donc le mot amour, qui vient du latin amor, voilà, accidentellement contient également la phonétique du mot mort. Donc, je te disais, pour Denis de Rougemont, tous les troubadours étaient cathares, et qu'ils cachaient leur religion à travers des chansons d'amour ou ce qui est chanté. Peut-être cathares malgré eux. Je veux dire, peut-être que certains véhiculaient tout simplement les chants qui étaient d'origine cathare, mais sans eux-mêmes en avoir connaissance peut-être.
Ou peut-être Il y a des insiste deux. pour dire que tous les troubadours D'accord. étaient cathares. Après, Bon, après, c'est la un véracité, travail d'historien. c'est un travail d'historien. T'as la revue Historia qui vient de sortir une revue et le titre c'est Les Cathares ont-ils vraiment existé? Tu vois, tout est remis Remis en question. Mais le but, justement, c'est juste de montrer à quel point notre vision de l'amour est imprégnée de gnose. Mhm. Et pour les fans de Francis Cabrel qui pensent que je suis en train d'affabuler, t'as une chanson de Francis Cabrel qui s'appelle Les Chevaliers Cathares, où il dit... Bon, là, il y a plus de doute. Je veux il n'y dire. a plus de doute. Il dit n'en déplaise à ceux qui décident du passé et du présent, ils n'ont que 7 siècles d'histoire, ils sont toujours vivants. Je vois toujours des traces, je vois toujours des flammes et des charniers géants. Mhm. Tu vois, parce qu'il vient du Midi aussi, et le Midi À garder la mémoire. a gardé de la ce mémoire traumatisme. des Un peu comme la Vendée, des traumatismes collectifs Des qui traumatismes voyagent dans exact- l'histoire, exactement. par des contes, des légendes, des histoires. Et t'as dans son dernier album, t'as une chanson qui s'appelle Ode à l'amour courtois et une chanson qui s'appelle Rockstar du Moyen-Âge où il cite des troubadours cathares selon Denis de Rougemont. Donc, c'est D'accord. juste pour Voilà. défendre ma Alors maintenant, ma théorie. passons à gauche. On passe à gauche chez Kluska. Oui. Alors, très 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 intéressant. Mhm. Et absolument rien à voir avec Denis de Rougemont. La thèse de Kluskar, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que le mythe, en fait, a pour but de montrer qu'on est passé de la société tribale à ce qu'il appelle l'exogamie monogamique. Mhm. Notamment par À une le société monothéisme. féodale de classe. Ouais. À une C'est société sans classe, à une société féodale de classe, et on invente, on crée une nouvelle classe qui est la noblesse. Mhm. D'accord. Et donc, Donc- là, l'exogamie monogamique, c'est plutôt l'avènement du christianisme et du catholicisme qui va l'instaurer. Il parle pas vraiment Il ne parle pas de la période, d'accord. Non, il parle pas vraiment de christianisme. C'est surtout une vision de Anthropologique. classe, anthropologique de D'accord. classe. D'accord. Parce que c'est ce qu'il appelle, comme je te disais, on passe de la société tribale endogamique Mhm. à l'exogamie monogamique. D'accord. D'accord? Alors pour expliquer, exogamie, monogamique. Exogamie, c'est qu'on se marie à l'extérieur du groupe familial et tribal. Et monogamique, c'est-à-dire c'est une épouse qui est autorisée et elle doit être en dehors du groupe familial parce que c'est une exogamie. Exactement. L'endogamie tribale, alors l'endogamie n'est pas forcément tribale, mais l'endogamie, c'est le fait de considérer que l'épouse parfaite est la cousine. Voilà, pour le dire simplement. On se marie à l'intérieur du groupe familial et la tribu n'est jamais que la famille élargie en réalité. Exactement. Bon, ça crée des attardés mentaux au bout de 3 générations, 4 générations. Mais voilà, bon, le risque génétique est avéré, je veux dire, ça, Oui, juste oui. pour déconseiller Dieu le mariage endogamique aujourd'hui. Dieu aime le mélange, si je peux me permettre. Bon, on continue. Alors, le passage de la société tribale endogamique à la société à travers le mythe de exogamique. Tristan et Isolde. Oui. On se connaît depuis longtemps et je sais que je Oui. te parle de ce livre depuis tout le temps parce que c'est vraiment un livre qui m'avait bouleversé. Je me dis Traité de l'amour fou. comment ce type a réussi à voir ça. L'intelligence de Kluskar qui écrit en 1973 par exemple Néofascisme et idéologie du désir. Oui, bah là, après 5 ans de c'est une mai avant-garde, 68. là. 5 ans après mai 68, il voit tout venir. Je me dis Bah, c'est la pensée dialectique et voilà. c'est la pensée. Et justement, si tu permets, pour revenir très rapidement sur ce qu'est la gauche et ce qu'est la droite avant de parler de Kluskar, D'accord. avec ta permission. Très rapidement, parce qu'on en a déjà parlé lors du précédent Oui, épisode. c'était juste pour dire Ouais. qu'en fait, il y a 2 catégories très importantes chez Kluskar, c'est le frivole et le sérieux. Mhm. Et il faut toujours j'invite les gens à toujours se demander, quand il y a une décision politique, si elle relève du frivole ou du sérieux. Alors, quels sont les critères? Ou si elle relève... Ce qui est facile, ce que je conseille aux gens de faire, c'est de toujours se demander si c'est du sociétal ou du social. D'accord. Un exemple, par exemple, Macron vient d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement comme droit immuable. Oui. Ça, c'est du sociétal. Oui. Et en même temps, d'un point de vue social, il repousse l'âge de la retraite. Oui. Tu as le ministre de la retraite qui a défendu cette loi inique et en même temps, il dit on m'attaque parce que je suis homo. Oui. C'est du sociétal. Mhm. Quand le PJD était au pouvoir, ils ont fait du sociétal. Ils n'ont pas fait de social. Oui. Ils ont fait du frivole, pas du sérieux. Mhm. D'accord. Tu vois, c'est juste ça que je voulais... Mais là, le inviter les frivole gens. n'est pas l'apanage de la gauche ou de la droite. Je veux dire, les deux peuvent Oui, relever du frivole comme ils peuvent relever exactement. du sérieux. Tu as 2 gauches en fait. Tu as une gauche libertaire Donc, qui frivole. relève du frivole Mhm. et tu as une gauche sociale qui relève du sérieux. Oui. Et tu as une droite libérale
qui relève Du frivole. du frivole dangereux, parce que c'est la fausse droite, ou la vraie extrême droite, si je peux me permettre. Et tu as le sérieux de la droite, qui est la droite des valeurs. Oui. Et tu as, pour combattre la jonction de la déferlante libérale qu'on se prend dans nos tronches, qui est le libéralisme libertaire, pour le combattre, il faut faire une jonction entre ce qu'est la gauche du travail et la droite des valeurs. Petit clin d'œil à égalité et réconciliation. Reconnaissance éternelle. Que l'on salue reconnaissance éternelle à Alain Soral de tout ce qu'il nous a apporté tout ce qu'il nous a apporté comme clé de lecture intellectuelle. Ouais. Exactement. Donc on va chez Kluskar. On parlait de la jonction de... Non, on est depuis tout à l'heure chez Kluskar. Ouais. On parlait de l'impossibilité ou des obstacles mis devant la jonction entre la droite des valeurs et la gauche du travail. Exactement. En occultant justement ce genre de lecture très très intéressante. Parce que maintenant je te raconte la lecture du mythe selon Kluskar. Oui. Donc pour lui, tout part de ce qu'il appelle la famille à l'envers. Ça veut dire que le roi Marc, Tristan et Iseut se choisissent mutuellement. Parce que, comme je te disais, le roi Marc, ayant la chance d'être veuve, peut choisir son épouse en dehors du clan. Oui. Tristan, en tuant Morolt, met fin au tribalisme et aux tribus, à la circulation des esclaves, parce que pour Kluskar, le tribut que demandait Morolt, c'est des esclaves masculins et un harem... un harem féminin. Donc en tuant Tristan, en tuant Morolt, il met fin à ce tribalisme-là. Symboliquement, ça marque. Symboliquement. Et il choisit le roi Marc comme souverain, parce qu'à un moment, le roi Marc veut le proposer comme successeur au trône, mais il refuse. Kluskar dit que c'est peut-être un calcul politique, parce que c'est une situation... Parce que son trône est peut-être un peu trop... encore un peu trop fragile. D'accord. Iseut devient reine grâce au mariage... avec le roi Marc, et Tristan devient chevalier. Et tu as la création de la relation roi, reine, vassal, chevalier. Oui. Donc tu as tout l'ordre social en germe à l'époque qui est décrit par le mythe. Exactement, merci. Donc quand Tristan et Iseut ne peuvent pas consommer leur amour, parce qu'ils ciraient la branche sur laquelle ils sont assis. Parce que Iseut ne sera plus reine, Tristan ne sera plus chevalier. Ouais. Tu vois, c'est ça que dit c'est ça la beauté du mythe pour Kluskar. C'est de montrer qu'en se choisissant tous les trois, ils construisent la superstructure qui va leur permettre d'atteindre un statut social. Et ce qui est très intéressant, j'adore cette expression de Kluskar, il dit « l'état amoureux est accès à l'identité de classe ». Encore une fois, l'état amoureux est accès à l'identité de classe. D'accord. Parce que contrairement à ce que pensent nos gauchistes, ils pensent qu'être amoureux, c'est être en dehors de la superstructure. Ce que montre Kluskar, c'est que l'amour permet la création de la classe sociale. D'accord. En fait, c'est-à-dire ce que tu dis, alors je vais essayer de synthétiser, c'est que l'amour est ce qui engendre la superstructure. Exactement. Qui va légitimer et rendre possible une infrastructure. C'est-à-dire des rapports sociaux, de hiérarchie, etc. Non, c'est les nouveaux rapports sociaux que demande la féodalité qui va engendrer une superstructure qui va légitimer, renforcer la superstructure. Exactement. Mais c'est en tombant amoureux qu'ils accèdent à l'identité de classe. Parce que pour Kluskar, Iseult est amoureux d'un dédoublement. Elle aime Tristan et le roi Marc en même temps, en fait. Mais c'est des amours différents. Ils lui permettent de devenir reine. Oui. Alors qu'elle n'était, entre guillemets, elle était princesse dans un royaume, alors qu'elle devient reine celte. Kluskar dit, par exemple, que la blondeur d'Iseult fait référence à la celtitude, si tu me permets le néologisme. Et que le fait que les hirondelles aient traversé le territoire celte pour ramener ses cheveux au roi Marc pour qu'il l'épouse, c'est aussi pour montrer que la nation va être fédérée à travers leur mariage. Tu vois. Il y a toute une symbolique matrimoniale, mais également politique. Matrimoniale et politique, exactement. D'accord, donc pour Kluskar, si tu peux resynthétiser, alors l'amour et la conscience de classe ou l'identité de classe, le lien entre les deux.
En fait, il dit que l'amour est une porte enfin, c'est ce qui rend possible, en fait. c'est ce qui rend possible l'amour. Parce que il y a la création de deux espaces pour Kluskar. La création des nouvelles classes sociales et la sortie de l'endogamie à l'exogamie monogamique. Donc c'est à travers cet espace, il y a une dialectique entre nécessité et liberté. Oui. C'est à travers cet espace qui rend nécessaire l'amour exogamique que Tristan et Isolde peuvent s'aimer. Sinon, c'est antinomique. Avant, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il dit... c'est le cas de Raïs et Leila. On est dans une société tribale où, effectivement, le mariage est rendu impossible en raison de divisions entre deux chefs de tribu, le père de Leila et le père de Raïs. Donc là, on est dans un schéma un peu différent quand même. Exactement. C'est la liberté, mais en fait, Kluskar dit que Isolde est la première femme libérée. D'accord. Alors que c'est une notion totalement anachronique, tombée en désuétude chez nos gauchistes, parce que, encore une fois, pour quelqu'un de gauche, il va te dire que le couple, le mariage chrétien enferme les gens, et c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, alors que quand on décide d'aimer quelqu'un, on se bat contre l'ordre établi, alors que pour Kluskar, c'est exactement le contraire. C'est grâce à cet amour qu'on crée un ordre et une superstructure. D'accord. Je ne sais pas si... Claire, alors moi, mon travail, c'est de définir les termes. Pour clarifier, alors superstructure, infrastructure est un vocabulaire marxiste. Alors l'infrastructure déjà, c'est l'ensemble des rapports de force, des liens, des hiérarchies qui fondent un mode de production donné. Donc soit le mode de production féodal, médiéval ou capitaliste ou antique, etc. Mais un ordre qui est fondé naturellement sur des rapports de force et des hiérarchies doit trouver au niveau des idées, au niveau des croyances, au niveau de la culture, quelque chose qui le rend légitime. Sinon, il sera contesté en permanence et sera dysfonctionnel. Et donc, ces différents liens de rapports de force engendrent un ensemble de croyances, de mythes, d'idées qui sont quelque part le reflet de ce rapport de force, mais au niveau de la culture et des idées, et qui va finir par légitimer cet ordre-là. Et quand on passe d'un mode de production à un autre, ou d'une structure sociale, anthropologique à une autre structure, il faut changer également, d'une infrastructure à une autre, il faut changer également la superstructure. On ne peut pas garder l'ancienne superstructure parce qu'elle ne justifie plus rien par rapport à la nouvelle infrastructure. Donc pour le dire simplement, quand on passe du mode de production médiéval au mode de production capitaliste, on peut pas emmener avec soi l'Église catholique. Exactement. Voilà. Elle justifie l'ordre médiéval, mais au niveau du capitalisme, elle ne justifie plus rien, elle ne légitime plus rien. Donc il faut une nouvelle religion. Elle empêche même le déploiement de la nouvelle superstructure. Donc il faut quoi ? Il faut le protestantisme, alors, pour dire simplement. Voilà. Et donc la réforme protestante, etc., c'est un peu l'équivalent du mythe de Tristan et Isolde. C'est ce qui va justifier le nouvel ordre et le rendre possible. Exactement. Oui. Donc je continue juste la lecture de Kluskar. Elle est très drôle et très intéressante. On y va. Non, juste ne pas trop... Voilà. D'accord. Donc, je te disais, pour lui, le filtre, c'est juste un moyen de cacher cette explication que je viens de te donner. Et ce qui est très drôle chez Kluskar, c'est que pour lui, quand il s'enfuit dans la forêt, les 3 ans où je te dis qu'ils ont passé ensemble en ayant une vie sylvestre avant que le roi Marc les retrouve, pour lui, il pose une question très intéressante. Comment l'amour peut-il durer en dehors de la superstructure ? Parce que pour certains, le fait qu'ils aient fui dans la nature, c'était pour profiter, pour retourner à l'état naturel. Alors que pour Kluskar, c'est exactement le contraire. Comme ils viennent du haut du panier, ils ne savent rien faire et ils découvrent que sans superstructure, il n'y a plus d'amour. Parce que Isolde ne sait pas cuisiner, lui... Tu vois, c'est un peu comme le mythe, enfin pas le mythe, mais d'ailleurs on parlait de film tout à l'heure, Into the Wild. L'histoire de ce jeune qui voulait se rebeller contre la société, qui a coupé les cartes de crédit, qui a tout fait, et qui est allé vers une nature en fait qu'il a fantasmée, qu'il croyait belle, etc., généreuse. Bon, il est mort empoisonné en bouffant une plante qu'il a confondue avec une autre. Parce qu'effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est le petit bobo qui fantasme la nature et puis qui croit que là-bas il va trouver la vraie liberté, le vrai amour. Et une fois qu'il est confronté à la vraie nature avec toute la dimension hostile, etc., il crève, ou il revient à la civilisation. Et que peut-être de ce point de vue, tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est que ce qui rend possible cet amour-là, c'est l'ordre. Il y a une forme de dialectique entre l'ordre et l'amour qui fait que l'un n'est pas possible sans l'autre. C'est-à-dire que l'amour ne peut exister que dans l'ordre qui le justifie, et l'ordre ne peut exister que grâce à l'amour qui le fonde. Exactement. C'est ça. C'est ça. Donc pour lui, ils sont dans la nature, ils
ils sont à la périphérie de la superstructure, mais le roi Marc a un informateur et il sait qu'ils sont là-bas. Et il les laisse vivre parce qu'en même temps, s'il les pourchasse, il tue ce qu'il est en train de créer. Il tue la féodalité. Oui. Donc il les laisse vivre, il découvre que c'est impossible d'aimer sans bouffer, si tu me passes l'expression. Donc après, il les retrouve. Et il trouve l'épée, entre les deux, donc il se dit qu'ils n'ont pas consommé leur mariage, consommé. Donc il remplace l'épée de Tristan par son épée. Et pour Clouscar, c'est pour montrer que la superstructure vient se mettre entre les deux amants. Ouais. Tu vois, et donc il leur pardonne. Il met son gant pour mettre l'accent sur la vétusté de leur habitat. Parce que encore une fois, Iseult a dû s'habituer à un standard de vie et Tristan a dû s'habituer à la bonne bouffe. Tu vois, c'est pour ça que j'adore ce livre. Parce que encore une fois, peut-être que ça n'a rien à voir avec la réalité, mais c'est juste. Non, mais c'est une lecture, l'herméneutique du mythe qui doit être réinventée à chaque époque. Parce que le propre du mythe, c'est d'être intemporel. C'est qu'à chaque époque, il a des choses à dire. Et une lecture marxiste pour montrer que la praxis. Peut-être que c'est pour ça que c'est l'un des fondements de la modernité, nous faire croire qu'on n'a pas vraiment d'impact sur notre vie, que notre praxis ne vaut rien. Oui. Et justement, Clouscar montre que même l'amour qu'on fantasme et qu'on rêve tous d'atteindre vient de la praxis, vient de ce que l'homme est capable de faire pour modifier son état naturel et les rapports sociaux. D'accord. Donc après, quand ils reviennent, ils ne font que perpétuer la superstructure. Et Tristan se marie avec une Iseult qui lui rappelle une homonyme. Une homonyme parce qu'il doit perpétuer ce qu'il a créé. Ouais, il y a toute cette dialectique entre lui, il atteint le statut de chevalier et il a cette beauté qu'est Clouscar dit qu'en fait c'est le héros et l'artiste en même temps. Il a le côté positif du héros et le côté négatif de l'artiste déchu. Et Clouscar dit qu'en fait ces deux caractéristiques vont se dédoubler et c'est ce que tu retrouves par exemple chez les artistes. Tu vois par exemple, je sais pas, quand Aznavour chante La Bohème. Je vous parle d'un temps où ils crevaient de faim parce qu'ils peignaient. Tout à fait. Bon, ils vendaient un tableau pour un repas chaud et ils étaient contents. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ça, c'est pas la lecture de Clouscar. C'est ce que je me permets. C'est une application de la lecture de Clouscar. Exactement. En fait, ce qu'il dit, c'est que c'est les cadets de la bourgeoisie qui cherchent des endroits où se caser. Mais c'est grâce à la superstructure qu'ils sont cadets de la bourgeoisie et qu'ils peuvent se permettre d'aller chanter et de vendre des toiles. Parce qu'à la fin, il revient à sa villa. Voilà, quand il a vraiment faim, il revient chez papa. Ah, ouais. Non, mais il y a également cette idée, alors tout à l'heure on parlait du bobo qui fantasme la nature, mais également les bobos qui fantasment la pauvreté et qui fantasment les pauvres et qui les subliment en quelque sorte. C'est un peu l'un des problèmes d'un certain marxisme, c'est d'avoir idéalisé le prolétaire, c'est-à-dire que le prolétaire est bon par nature parce qu'il est prolétaire, alors que le prolétaire concret, comme disait Céline, est un bourgeois qui n'a pas réussi, enfin dans la plupart des cas. Et qu'aujourd'hui on le voit au niveau de la mode. On ne va pas citer de marque, mais une marque de jean, le jean il coûte 500 €, 5000 dirhams à peu près. En fait, c'est un jean déchiré. C'est un jean déchiré, c'est les pauvres qui portent un jean déchiré. Donc un riche paye 5000 dirhams pour imiter un pauvre. On est dans cette logique de fantasme du pauvre, ou même d'aventurisme, de ressentir de l'adrénaline en allant dans un quartier populaire. Donc c'est toujours cette idée de fantasme que tu as très bien décrit à travers Clouscar. Juste quelqu'un que j'aime beaucoup, par exemple, encore une fois, Brel. On a eu Brel parce qu'il a hérité d'une usine de carton, je pense, qu'il a pu se permettre de laisser sa femme et ses 3 enfants pour aller chanter à Paris, tu vois. Il y a cette dialectique très intéressante. Comme Engels, qui était fils d'un industriel, qui avait les moyens de théoriser avec Karl Marx et de financer Karl Marx. Qui vivait pas très bien. Karl Marx, littéralement, était des fois à la frontière de la famine avec ses enfants. Il a perdu beaucoup de ses enfants en bas âge. Des fois, il pouvait même pas sortir de chez lui parce qu'il avait mis en gage son dernier pantalon. Non, mais là, c'est pas des blagues. Il a vécu une misère atroce, mais il a survécu. Parce que derrière, il y avait entre autres Engels, qui lui ont envoyé de temps en temps une petite somme à Londres pour lui permettre de survivre. Mais effectivement, la pensée, d'ailleurs Schopenhauer le disait très bien, la philosophie est une affaire d'aristocrate.
c'est malheureusement une évidence que quand on a le ventre creux, il y a d'autres priorités. C'est pour ça que la gauche est passée de l'ouvrier Oui. aux minorités, parce qu'ils ont découvert en fait que quand tu es théoricien marxiste et que tu fais la sortie des usines et que tu Oui. demandes à l'ouvrier de faire la révolution, il te dit Ah. demain je peux pas, je dois Ouais. travailler. Ah ouais. Ils sont déçus par un prolétariat qu'ils ont fantasmé, c'est tout. Et qui a préféré le fascisme Oui. Et qui a préféré le fascisme à la gauche. Alors, je crois qu'on a fini par rapport à notre sujet, vu les limites du temps qu'ils ont imparti, de parler de Kluska et du traité de l'amour fou. Peut-être qu'on va faire un petit retour en arrière à la question de la gnose avec un autre auteur, je ne sais pas s'il se qualifie comme penseur, pas comme Thielmont. Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui. Il a un rire très particulier. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Et, il a une théorie spéciale, en fait, pour lui. Le dieu caché. Mhm. Le dieu pur. Le bon dieu. Je voulais te parler de Lucien Goldman aussi, mais bon, on ça n'a sera pas le temps, pour une autre on en parlera une autre fois. Ça sera pour une autre fois. Se manifeste à travers la gnose. Chez les Beatles, dans la science-fiction, chez Philippe K. Dick. Là, même pas comme Thielmont, il parle des Beatles, il parle de plusieurs chanteurs. Tu as même une citation de John Lennon où il dit que les seuls vrais chrétiens qu'il connaissent, c'est les gnostiques. D'accord. Encore une fois, tu vois, les Beatles, tout le monde connaît les Beatles, mais rares sont les gens qui savent que John Lennon était gnostique. Jung aussi était gnostique. Tu sais qu'il a... Non, mais tu sais il se définissait comme protestant. Ouais. Il y a des aspects gnostiques dans la pensée de Jung. Mais de là à dire qu'il était... Oui, peut-être qu'il était par certains aspects, oui. Mais tu sais que la bibliothèque de Nag Hammadi, les textes gnostiques qu'on a retrouvés en Égypte en 1945, le premier codex était destiné à Jung. D'accord. Non, mais le codex Jungien. Il s'intéressait à toute l'ésotérie, tu vois, les alchimistes. Enfin, il n'y a pas un champ qui relève de l'ésotérisme que Jung n'a pas investi. Il y a une lecture très intéressante justement dans ce premier papyrus. C'est une version alternative de la chute d'Adam et Ève. C'est très très intéressant, je te la raconte vraiment. Il y avait Lilith avant et que Adam et Ève ne sont pas les premiers humains. Je crois qu'il y avait une autre femme qui était... Non, pas cette version. En fait, dans cette version gnostique, c'est vraiment un reboot d'Adam et Ève. En fait, pour eux, la Sophia crée un être androgyne. Ah oui, et qu'après, le démiurge envoie ses anges maudits. Le démiurge, par jalousie, crée Adam, qui est un être sans âme, dans une fosse. Et Sophia, prise de pitié, lui envoie l'androgyne qui est devenu femme entre-temps, qui s'appelle Ève de la vie. Quand elle envoie l'androgyne, le démiurge est mis au courant que l'androgyne allait peut-être extraire Adam de sa vie totalement inerte, et qu'il envoie un peu ses démons, on dira. Les archontes, oui. Les archontes pour violer. Exactement. Pour violer l'âme humaine. Et ils lui disent, tu as une bonne femme qui va se ramener, elle va te raconter plein d'histoires, il faut surtout pas la croire. Oui. Peut-être que pour eux, c'est de là où vient la misogynie religieuse qu'on retrouve quelquefois. Donc après, également l'évangile selon saint Thomas, qui est un évangile intégralement gnostique, c'est-à-dire si vous n'avez pas les codes, c'est du chinois, vous comprenez rien. Donc effectivement, il y a beaucoup de révélations aujourd'hui, ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, qui sont très intéressants et qui apportent des éclairages intéressants. Et encore une fois, pour montrer comment notre psyché est imprégnée de gnose, tous les grands films de science-fiction viennent des livres de Philippe K. Dick, ça on est d'accord. Blade Runner, Total Recall et même Marvel. Les comics également. Il y a beaucoup des séphirotes, on peut rentrer là-dedans. Parce que la Kabbale fait partie de la gnose également. Petit clin d'œil à Youssef Indy. Exactement. Quand c'est lu. Pardon, donc on parlait de science-fiction. Donc Kadik était un pur gnostique. Apparemment, dans les années 70, il est parti en France et ses fans s'attendaient à voir une loque humaine gauchiste. Et il leur dit, moi je suis chrétien, et pour lui... en fait, on était toujours à 70 ans après Jésus-Christ et on était toujours en plein Empire romain. Tu vois, c'est fort. C'est de là où viennent toutes ces idées géniales. Dans Total Recall, tu as quelqu'un qui vit une vie normale, puis il se rappelle tout d'un coup, il a une... Il se rappelle un flashback et il se rappelle de sa vraie vie, de sa nature profonde et divine. Alors, pas comme Thielmont. Oui, pas comme Thielmont. L'amour. Je conseille son livre absolument merveilleux qui s'appelle Sycomore, Sycamore. Oui. Alors, Sycomore...
Le sycomore, justement. Alors, il parle beaucoup de Shakespeare. Et j'ai pas parlé intentionnellement tout à l'heure de Shakespeare quand je te faisais la petite... le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, parce que, en fait, Roméo et Juliette, comme tu vois, ça vient de Tristan et Isolde. Il n'a pas inventé cette histoire, Shakespeare. Mais ce qu'il fait déjà, c'est qu'il introduit le sycomore, qui a une petite dimension religieuse, parce que dans l'évangile, tu as quelqu'un qui est monté sur Zaché, il s'appelle. Zaché, un personnage de la Bible qui monte sur un sycomore pour voir Jésus passer, et Jésus se fait inviter chez lui, il devient un vrai chrétien alors que c'était un païen, un voleur. Tu as la petite dimension religieuse, et tu as le jeu de mots entre sycomore et syc-amour, amour malade. Amour malade en anglais. Parce que en fait, la thèse de Shakespeare, la thèse de Thielman, pardon, c'est que dans les pièces de théâtre de Shakespeare, tu as les mêmes personnages qui cherchent à être un homme et une femme qui s'aiment, qui n'arrivent pas à vivre pleinement leur amour du fait des contingences du réel, et qui vont essayer de revivre encore une fois cet amour à travers dans une autre vie. D'accord. Tu vois, on passe d'une pièce à une autre, mais c'est toujours les mêmes personnages qui cherchent à vivre. Donc c'est un peu une trame de fond qui est là en filigrane dans toute l'œuvre de Shakespeare, dans toutes les pièces. Exactement. Et pourquoi Roméo et Juliette, c'est à Vérone? Parce que à Vérone a connu l'un des plus grands bûchers de Qatar. On en a brûlé. D'accord. Donc il y a la symbolique et la toponymie, c'est-à-dire le nom des villes n'est pas choisi par hasard, le lieu où se déroulera là. Rien n'est hasard chez Shakespeare. Enfin, chez tous les gens subtils, brillants et intelligents. Donc, en fait, ce que nous invite à faire Thielman dans son livre, que je conseille vraiment aux gens, c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est de vivre cet amour, d'accepter les contingences du réel, d'accepter que l'amour est souvent un amour malade, que le temps finit par tuer, qu'on doit lutter contre le temps, mais qu'on doit, comme tel des derviches tourneurs, revivre cette histoire pour s'extirper des... Parce qu'on dit entretenir la flamme, parce que voilà, il y a des vents qui tentent d'éteindre la flamme, il faut toujours la protéger, l'entretenir. Exactement. C'est une logique cyclique où c'est l'éternel retour d'un amour. Enfin, il faut aboutir à cet éternel retour qui effectivement est au bord de la mort, et puis il faut le revivifier à nouveau. Exactement. Et c'est surtout la symbolique des derviches tourneurs, des samsara, pour essayer de s'extirper des traces de la marque du démiurge. D'accord. Et donc, est-ce qu'on est dans une logique de cycle circulaire ou de cycle sous forme de spirale? C'est-à-dire, à chaque fois qu'on s'extrait, on se purifie davantage. Voilà, c'est ça. À chaque fois qu'on s'extrait, on monte vers la divinité, la divinité, mais pas en se donnant la mort, mais vraiment en aimant l'autre et en essayant d'atteindre tous les deux l'amour de la Sophia. Donc, c'est une démarche purificatrice par un effort permanent qui fait que plus on renouvelle cet amour-là, qui n'a de cesse d'être malade, et plus on se purifie, on s'approche de la Sophia. Et s'éloigner du démiurge, surtout qui condamne chaque amour depuis Adam et Ève au malheur et à la tristesse. D'accord. Ce qui est malheureusement le lot de la plupart des gens qui sont en couple, mariés. Exactement. Voilà. Là, on vous remercie d'avoir partagé avec nous les clés d'un amour réussi. Avec plaisir. Et si tu permets, je voudrais justement dédier tout ce que je viens de raconter à la femme qui supporte ma mélancolie. À la pauvre. Qui est inhérente au sujet qui nous intéresse. T'as du boulot. Avec qui on essaie de s'extirper du règne du démiurge. Voilà. Ça marche. On est deux au final en réalité. Et nous supportent et on les aime bien pour cela. En tout cas, merci infiniment. Merci à toi. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode où Inch'Allah, on reviendra sur Rougemont, mais également d'autres auteurs. Peut-être pas toujours sur la thématique de l'amour, mais sur d'autres thématiques intéressantes, tout aussi intéressantes. Okay. Merci infiniment, cher ami. Merci à toi. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. J'espère que cet épisode-là et cet échange a été enrichissant pour tout le monde. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.